So what do we have in this episode 13? AI, Meta, Ethereum, Aya Nakamura. Well, sounds like we're gonna have a good time, always with Elise and Nicholas. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 13 de Métacravate intitulé La Métafusion. Salut Elise, est-ce que ça va bien? Salut, bah ouais, ça va et toi? Écoute, une bonne semaine quand même avec plein de choses à partager et beaucoup de découvertes. Donc ça va être un bon épisode, je pense, celui-ci. Eh bien, on va commencer avec l'entrée et je te laisse donc aborder toutes ces petites news croustillantes que tu as vues passer ces derniers jours. Ok, alors, j'aimerais commencer par parler d'un algo qui m'a été envoyé par mon ami et collègue déjà cité Jésus Serrano. Dans un autre épisode, on avait donc parlé de lui et de ses tests Web3. Et donc là, il s'agit en fait d'une page sur laquelle vous allez pouvoir dessiner avec tout le talent qui est le vôtre, surtout à la souris. Écrire quelques mots qui décrivent ce que vous avez dessiné et vous allez obtenir un rendu beaucoup plus fidèle, beaucoup plus précis, beaucoup plus artistique. Donc c'est une IA qui s'appelle Hugging Face, dont on mettra le lien en commentaire. J'ai fait quelques tests avec, hein, comme vous allez pouvoir le voir. J'ai commencé par un soleil. Bon, le résultat n'était pas probant au début. Mais plus on essaie et plus ça devient en fait, facile et sympa à utiliser. Mon deuxième test, une girafe, ça m'a sorti un truc où on se dit: «Mais c'est quel bail ça?» Mais après voilà, on commence à comprendre que c'est surtout basé sur, une analyse algorithmique des mots que vous allez mettre en descriptif et là, il y a toute une logique intrinsèque qui est super importante en fonction des mots que vous allez choisir, des styles de rendu et cetera. Tout est complètement personnalisable dans votre description et c'est quelque chose qui a été, beaucoup étudié par, Vincent de Jong, que, je pense on aura l'occasion d'inviter, sur un autre épisode. Donc, on vous met le lien, on vous met, les photos et vous allez pouvoir admirer le talent qui évolue au fur et à mesure des tests. C'est génial parce que, alors j'ai plus la référence exactement en tête, mais j'avais vu aux États-Unis un concours de dessin qui avait été remporté par une IA. Évidemment, tous les créateurs qui s'étaient fait chier à faire ça à la main avaient crié au scandale. Et donc là, on est en train de doucement, mais sûrement de migrer vers de l'intelligence artificielle qui produit toute l'art facilement, rapidement et pour Oui, pas tout très à cher. fait et puis même si c'est pas vraiment vous qui l'avez fait, vous pouvez pas non plus dire que c'était quelqu'un d'autre, donc il y a pas de propriété intellectuelle. Ça Euh, reste votre œuvre. Amusant. Je voulais aussi parler, du leak de skin en fait du, Meta Pro, qui a été pour mémoire oublié dans un hôtel il y a quelques jours, ce qui fait que ça a pas mal fuité. Donc ce qui est intéressant, c'est de se demander comment la personne a pu l'oublier dans l'hôtel quand même. Parce que pour rappel, la boîte du Meta, c'est ça. On voit Donc pas très bon, bien, c'est un peu flouté. c'est Ah pas voilà, très là c'est discret, bon. hein. Donc il a quand même réussi à l'oublier. La véritable question c'est, est-ce qu'il sortait d'une soirée, vraiment très, très arrosée ou est-ce que c'est un coup de marketing? Auquel cas j'ai du mal à comprendre en quoi les faire passer pour des neuneux, peut vraiment les aider dans leur stratégie. Après, c'est peut-être juste, l'occupation de l'espace médiatique. Bon, on fait un petit leak comme ça, il y a plein d'articles qui sortent. On n'avait rien à raconter cette semaine et on continue de parler de nous. Bon, je sais pas. Il y a des stratégies qui peuvent être très alambiquées, j'imagine. Faudrait surtout se demander si la personne travaille encore là-bas ou pas. Ce sera un début de réponse. Il y a des chances qu'au moins elle ait pris un petit coup de bâton quand même. OK et toi, qu'est-ce que tu as? Alors écoute, bah tiens, j'ai très bonne transition, puisque, bah, du coup, il y a 2 jours, ou peut-être hier même, Mark Zuckerberg a publié une vidéo de lui utilisant ce fameux nouveau casque qui sera annoncé dans quelques temps, avec, une championne d'escrime, je crois et donc il s'amuse à faire de l'escrime et dans les commentaires qui sont associés à cette vidéo, alors, je reviendrai pas sur ce que les internautes disent par rapport au graphisme, à l'espace nécessaire, et cetera. Mais en tout cas, Marc disait, on est sur un phénomène de réalité mixte. Je vais peut-être expliquer ce que c'est que la réalité mixte. Et en tout cas, ce qu'il dit, c'est que cette réalité mixte va permettre probablement une meilleure appropriation, du casque par, les utilisateurs. Alors, la réalité mixte, c'est simple, c'est superposer à l'environnement réel, bien des informations numériques. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que, alors je vais peut-être passer pour un vieux con en disant ça, mais il y a 5 ou 6 ans, quand je présentais le HoloLens à Laval Virtual, dans les conventions ou aux clients, eh bien, on était sur de la réalité mixte et c'est exactement le discours que je tenais, c'est-à-dire que la réalité mixte donne un accès plus facile finalement à ces univers-là un peu virtuels.
Parce que quand vous êtes dans une réalité virtuelle, c'est super sympa quand vous êtes tout seul chez vous, vous mettez votre casque, vous voyez plus rien, vous êtes immergé dans le monde. Par contre, en entreprise, par exemple, quand vous avez des collègues ou même des gens autour de vous et que vous ne voyez pas en réalité virtuelle ce qui se passe autour de vous, c'est hyper malaisant. Et donc Ça la dépend des réalité mixte, collègues. ouais, et la réalité mixte a cet avantage, ben, au moins on voit ce qui se passe réellement autour de nous et puis on superpose des informations et ça utilise aussi l'environnement pour produire bah, des hologrammes ou des, des univers. Donc voilà, c'était assez amusant de revoir 5-6 ans après exactement le même discours que j'utilisais quand je présentais le HoloLens. Après, petite expérience perso toujours, je travaille sur Paris et donc j'ai eu la chance, prenant le métro et le RER, de voir plein d'affiches Meta, qui apparaissent et qui, bah, vantent, l'université Meta pour apprendre, à développer dans le Meta et cetera et on voit comme ça progressivement beaucoup d'écoles. Il y a Simplon aussi qui promeut pas mal, ses formations autour du métaverse ou du web 3.0 et en fait, on est en train de voir tout un écosystème se mettre en place pour former finalement les personnes qui vont pouvoir produire le contenu qu'on consommera dans quelques années, si tout va bien. Et ça, c'est aussi quelque chose à suivre parce que bah, forcément, on n'aura jamais de métaverse ou de Web 3.0 si on n'a pas les personnes qui sont câblées et qui ont les compétences pour produire le contenu, la scénographie, le son, enfin tout ce qui va autour du métaverse. Donc Ce je qui est trouve ça amusant intéressant à parce que noter, dans ce que tu dis, c'est que c'est quand même un pari risqué de la part de Meta pour le coup, parce qu'ils sont plutôt en déficit depuis la sortie de ouais, de 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 tout leur, délire, VR, AR, et que là, le fait d'investir vraiment dans une école et dans la formation de talents, sur ce sujet-là, ben, c'est quand même, c'est un sacré pari. c'est un sacré pari. Ils crament un paquet de pognon. Mais je pense qu'en fait, c'est une bonne stratégie. C'est-à-dire que c'est pas simplement de se dire: «Je vais sortir un produit matériel et les gens vont l'acheter et faire du jeu dessus». C'est: «Je sors un produit matériel, certes», en tout cas, j'espère qu'il sera, au top pour eux. Il y a l'écosystème associé, donc leur plateforme de développement, la plateforme qu'ils vont proposer pour acheter, l'écosystème aussi financier, comment je rémunère les créateurs qui vont investir dans mon monde et puis, il y a la formation. Donc, je trouve qu'ils ont une approche qui est plutôt globale et plutôt bien structurée pour justement émerger bah, sur le métaverse et dans le Web 3.0. Donc, en Ils tout prennent cas, quand ouais, même le risque d'investir dans des gens et de former des gens qui vont pas forcément bosser pour eux. ouais, 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 ouais. Bon, et après, c'est de l'évangélisation. Comme toute nouvelle technologie, il y a besoin que les gens comprennent comment ça fonctionne, puissent, voilà. Et oui, effectivement, le danger, je sais pas si c'est un danger, mais en tout cas, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent aller bosser ailleurs. Voilà pour les entrées. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer au plat. Un bon plat comme on les aime, bien costaud. Bien crypto. Bah, écoute, je pense que c'est à toi, hein. Bien crypto. Alors évidemment, il y a 15 jours maintenant, au moment où on tourne cette vidéo, c'est passé ce qui est appelé The Merge. Donc, je vais revenir en détail évidemment là-dessus. C'est passé sur la crypto, sur la blockchain. Alors, on va tout de suite se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on doit dire? Ethereum, Ethereum, je ne sais pas comment on va le dire. ETH, ETH, c'est bien. ETH sur la plateforme, alors sur la blockchain ETH, voilà, on va dire ça. Comme ça, tout le monde comprendra. Bon, je vais dire Ethereum parce que franchement, on va la faire un mix en français, anglais, latin, ça va être super. Allemand. Donc c'est quoi cette blockchain? Cette blockchain, alors pour rappel ce que c'est qu'une blockchain, je vais vulgariser au maximum. Ce n'est qu'une base de données qui est partagée entre plein d'utilisateurs. Plutôt que d'avoir des bases de données centralisées comme on les a aujourd'hui, Facebook a sa propre base de données centralisée, vous vous y connectez et vous consommez. Bah là, pour le coup, la blockchain, c'est une base de données qui est partagée entre plein d'utilisateurs. Tout le monde a la même base de données sur son PC, ce qui fait que s'il y en a un qui pour X raisons, quittent la blockchain, bah, il y en a toujours X milliers d'autres qui ont les mêmes informations. Ça permet aussi de vérifier, la qualité de ces informations puisque tout le monde doit avoir la même. Bon, voilà, ça c'est pour, le contexte d'une blockchain et donc, la blockchain Ethereum, elle a été annoncée en 2014, elle a été lancée, je crois, en 2015. Pour le fun fact, dès 2016, il y a eu un petit hack quand même de, je crois, 150 millions de dollars de Le mémoire, petit quelque chose comme ça. bizutage. Un petit bizutage dès le début. Donc voilà, ils ont fait un hard fork. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais bon, dès le début, ils ont commencé à sentir qu'il fallait un peu renforcer la sécurité et la gouvernance sur la blockchain. Et est arrivé donc avec cette blockchain le concept de proof of work. Alors, comment fonctionne une blockchain? J'ai dit qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient la base de données. Donc, forcément, quand vous voulez faire une transaction, il faut que toutes les personnes enregistrent la transaction et valident la transaction. Précédemment, la manière qui avait été proposée pour le faire, c'était ce qu'on appelle donc le proof of work.
C'est simple, c'est des calculs qui sont hyper compliqués de cryptographie, de chiffrement, je ne sais pas comment on dirait bien en français, et qui sont évidemment extrêmement gourmands en ressources informatiques, et donc qui nécessitent d'avoir des infrastructures énormes. Le proof of work, l'avantage, c'est que c'est tellement compliqué à Mmh. résoudre comme opération mathématique qu'on avait qu'un certain nombre d'acteurs auxquels on pouvait faire confiance parce qu'ils avaient tout intérêt à ce que ça fonctionne bien et que ces problèmes soient résolus grâce à eux et grâce à leur infrastructure gigantesque de calcul. Sauf que l'inconvénient, comme je l'ai dit, c'est que comme c'est gourmand en ressources informatiques, c'est évidemment extrêmement énergivore. Donc pour donner une petite comparaison, alors j'ai vu plein de chiffres circuler, mais bon, Mmh. celle-ci me paraît la plus appropriée pour comprendre. Ça consommait précédemment, donc avant The Merge, ça consommait 23 millions de mégawatts par an, ce qui correspondait à 600 millions de foyers aux US. Pour imaginer, le fonctionnement de la blockchain Ethereum consommait énormément. Et donc ça amenait plein de problématiques. Au-delà de la consommation, il y a aussi la centralisation finalement de la validation de ces transactions, puisque c'est que des gros acteurs qui peuvent le faire. Hem et donc il fallait changer la façon dont on valide les transactions pour avoir une blockchain qui soit pérenne tout simplement et qui soit pas trop impactante pour la santé de notre planète qui est déjà bien abîmée. Donc ça a commencé à être étudié dès 2018 et les premiers tests ont commencé en 2020 sur ce qu'on appelle le proof of stake et je vais expliquer ce que c'est. L'idée, c'est quoi? C'est que plutôt que de baser la validation de transactions sur des calculs hyper compliqués, on va baser la validation des transactions sur l'accord de différentes personnes, sur un espèce de consensus. Donc on va demander à tous les nœuds du réseau, toutes les personnes qui participent à cette, base de données, heu, virtuelle, on va leur demander leur accord pour valider une transaction et si on atteint la majorité, eh ben, on va valider la transaction. Donc de manière aléatoire, on va dire: «Tiens, j'ai une transaction qui arrive, on va prendre A, B, C et D. Est-ce que vous validez cette transaction? Est-ce qu'elle vous paraît crédible?» Donc il y a quand même un petit peu de travail à faire et puis si, la majorité de ces personnes disent: «Oui, OK, elle est, validée parce qu'elle remplit toutes les conditions», on l'intègre dans la blockchain, elle est ajoutée à la base de données et partagée entre l'ensemble des membres. Et donc là, on n'a plus besoin de faire des calculs hyper compliqués, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est constaté, dans cette nouvelle blockchain, après The Merge, on est à 100 foyers US par an en termes de consommation électrique. Donc on a diminué de plus de 99 la consommation électrique. Mmh Donc mh. on se retrouve avec une blockchain qui est évidemment beaucoup plus, sympa pour la planète. Comment ça fonctionne? Je vais juste donner un petit peu de détails sur le fonctionnement parce que je le trouve intéressant. Après, tout ça est basé vraiment sur des algorithmes, sur des mathématiques, sur des statistiques. Donc, c'est super compliqué parfois quand on commence à rentrer dans les détails, mais pour faire très simple. Pour que vous puissiez être une personne éligible à la validation d'une transaction, vous allez mettre 32 Ethers sur la table que vous allez mettre en gage, en fait. Donc, c'est le principe du stake. Le fait de les mettre en gage, ça veut dire que si jamais vous vous connectez pas suffisamment en tant que nœud à la blockchain ou que vous faites une erreur ou que globalement on trouve que vous avez un comportement suspect, eh ben, vous allez les perdre. Alors 32, Ça fait un peu de sous quand même, hein. ouais, alors 32 au cours d'aujourd'hui, je crois qu'on est à 1 300. Bon, je sais pas, ça fait 40K, dollars, un truc comme ça. Bon, c'est quand même une somme, quoi. Mais ça veut dire que, eh bien, vous mettez en gage, un montant pour pouvoir participer et si tout va bien, c'est-à-dire que si vous faites votre boulot, vous allez être rétribué à chaque fois que vous allez valider une transaction ou participer à ça. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a toujours dit que le web 3.0, c'était aussi cette idée de décentralisation, de web Mmh. participatif. Bah, là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que c'est les acteurs qui, participent à la blockchain, qui forment ces nœuds, bah, qui permettent son bon fonctionnement. Si demain, plus personne n'a envie d'allumer, son Raspberry ou son PC toute la journée pour valider des transactions, eh ben, le truc va s'écrouler. Et en même temps, la sécurité, c'est que si jamais vous déconnez un petit peu trop, eh ben, on va vous couper vos accès et on va, cramer en fait les 32 Ethers que vous aviez mis en gage. Donc c'est un fonctionnement, assez différent de ce qu'on avait vu avant, mais du coup qui est beaucoup plus participatif et il y a plus besoin d'avoir, une infrastructure de ouf pour pouvoir, du coup valider des transactions. Le pendant de ça, c'est que, les mineurs, ceux qui avaient investi, des milliers, des millions de dollars dans l'achat de cartes graphiques pour faire, ces opérations mathématiques très complexes dans la validation d'une transaction précédemment The Merge, ils se retrouvent aujourd'hui avec des millions de dollars de cartes graphiques qui servent plus à grand chose parce qu'il y a plus besoin d'eux. Alors ces cartes graphiques, qu'est-ce qu'elles vont devenir?
On pense à la planète. Ou est-ce qu'elles vont aller direct à la poubelle? J'ai peur que oui. Ouais, il pourra en faire don à des universités ou Ah des ouais, écoles ou à des assos. c'est hyper frustrant. Il y a eu une À pénurie de l'université de Meta? Il va avoir complètement. besoin de carte graphique. C'est clair, il va falloir le créer ce Voilà. monde-là. Allons pouvoir maintenant passer au dessert et je te propose, de commencer parce que, j'ai une news qui ne peut pas attendre. C'est, le 11 octobre. Le 11 octobre, vous avez le MetaConnect. Le MetaConnect, pour mémoire, c'est un événement virtuel organisé par Meta, sans grande surprise, dans lesquels ils vont donner des news de, l'évolution du métavers à leurs yeux, de leurs progrès en termes de casque, sans doute des infos sur le Meta Pro, en tout cas celles qu'on n'a pas déjà. Donc voilà, c'est le 11 octobre. Vous pouvez trouver toutes les infos, sur le net, hein. Participez au MetaConnect, je pense que ça peut être très intéressant. Et toi? Alors, je trépigne d'impatience depuis le début parce que alors ouais, c'est alors le dessert, je me suis régalé en voyant ça hier sur Fortnite. Ah, Et sans moi. donc, j'annonce tambour battant que Aya Nakamura va faire partie de l'univers Fortnite la semaine prochaine, le week-end prochain. Concert d'Aya Nakamura. Alors pourquoi? Ça m'amuse, ça m'amuse terriblement. D'abord parce que, je crois que c'est la première fois qu'il y a, un artiste français, qui intervient dans Hein? Fortnite. Non? Je sais pas. Il y en a eu d'autres avant? Non, c'est le mot artiste qui me fait tiquer, mais c'est Ah! bon. Vas-y, reprends. Ouais, bah, je cherchais un qualificatif et c'est ce qui me paraît le plus approprié pour notre podcast, grand public. Et donc, bon, après, c'est la blague. On aime, encore une fois, on n'aime pas Aya Nakamura. Mais je vous invite vraiment, je vous l'avais déjà dit, mais Fortnite, ça s'installe sur plein de plateformes, Xbox, Mmh. PlayStation, sur smartphone, sur Ouais, je PC. l'ai sur le téléphone aussi, ouais. Voilà, ça coûte que dalle, c'est gratuit et ça va vous permettre de voir ce que c'est qu'un événement dans le métaverse. En tout cas, l'état de l'art de ce qui se fait aujourd'hui. Pourquoi je dis l'état de l'art? Parce que Epic Games, clairement, ils ont l'infrastructure, ils ont la communauté, ils ont les outils pour permettre vraiment de vivre un événement virtuel en communauté, donc sur leur plateforme. Donc c'est à mon sens une des meilleures plateformes. Il y a Roblox, il y a Sandbox, enfin il y en a d'autres, hein, mais celle-ci est vraiment la plus accessible à mon sens. Et donc voilà, donc vous aurez votre petite expérience, vous pourrez voir un concert en plus d'Aya Nakamura et si vous êtes fan, bah, c'est double bénef. Si vous êtes pas fan, bah, vous pourrez au moins vous balader dans l'univers. Donc voilà, donc une bonne introduction au métaverse, concert d'Aya Nakamura, la semaine prochaine sur Fortnite. Je vous mets les liens et le descriptif, tout ça Bah oui, évidemment. ce serait dommage de rater ça. Je j'y serai, c'est sûr, j'y serai. 100 vous me trouverez là-bas. Bien, on est à la fin. Donc on se dit à dans 15 jours, si tout va bien. C'est vrai que des fois, on peut pas et puis, bah, du coup, c'est reporté. Mais normalement, dans 15 jours, on revient avec plein de nouveautés, plein de news. Et bien sûr, on reviendra sur les 2 événements que l'on vient de citer, auxquels nous aurons assisté. Alors chacun le sien, hein, et Eh, on vous ça vient. et on vous fera un retour là-dessus, pour ceux qui n'auront pas eu, la chance ou le temps de regarder. Allez, à dans 15 jours. Ciao! Salut! Je sais pas si tu as un truc à dire. Je réfléchis là, je réfléchis. Je t'ai dit, mon cerveau il est pas branché. J'ai pas trouvé le chargeur cette nuit. Heu